Et bonsoir, bienvenue dans le talk de France Info. Ça y est, on commence avant l'heure habituelle, avant 18h. Mais on s'est dit, bon, au bout d'un moment, on est là, il y a les invités, on est prête, il y a des gens dans le chat, allons-y. Voilà, ça nous fera quelques minutes, quelques secondes de rab. Comment ça va le chat? Ravi de vous retrouver. On se retrouve à 18h tous les soirs du lundi au vendredi, sur Twitch et en podcast. Voilà, on prend le temps de s'arrêter sur un sujet d'actualité, de vous l'expliquer, d'en discuter. Et voilà, je vous encourage évidemment à poser vos questions et à réagir dans le chat, ce merveilleux outil dont nous disposons sur Twitch. C'est quand même bien. Bonsoir l'équipe, les invités, le chat. Hélène, hello. Lénie, on est ravis de te retrouver et l'équipe de l'ombre aussi. Mais qui est l'équipe de l'ombre, Lénie? Tu parles de l'équipe du talk peut-être? Joey, Seb, Julie aussi qui est en régie là. Bonsoir à tous. Vous commencez déjà d'ailleurs à débattre au sujet de la question du soir. Je vais y revenir. Justement, on va parler des influenceurs, de l'influence. Un secteur que le gouvernement et les députés veulent encadrer. Le but, c'est de mettre, pour le moment en tout cas, c'est de mettre fin aux mauvaises pratiques pour mieux protéger les internautes. Un texte transpartisan pour, je cite, lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Une proposition de loi a donc été déposée, elle a été examinée aujourd'hui, c'est d'ailleurs toujours en cours, en première lecture à l'Assemblée nationale. Il est question de plusieurs choses: définir un statut pour les influenceurs, interdire la promotion d'actes de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique par exemple, mieux encadrer les publicités d'alcool, des produits ou de jeux en ligne, avec un volet aussi sur l'utilisation des filtres, vous savez, les filtres beauté maléfiques, les filtres beauté, et sur les retouches photos, mais à voir comment tout ça est défini. Et puis, il y a aussi des mesures un petit peu plus floues, justement, comme, en tout cas pour le moment, comme la création d'un label influenceur responsable. Quels sont les critères et qui va attribuer ce label? Ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Bref, on va décortiquer tout ça ce soir. On va vous expliquer ce qu'il y a dans cette proposition de loi, ce qu'on en sait en tout cas pour le moment. On va se demander aussi peut-être comment définir ce qu'est un influenceur, quelle distinction entre les influenceurs de Dubaï et les créateurs de contenu, par exemple. Comment les intéressés perçoivent-ils cette proposition de loi? On va reparler de la fameuse tribune dans le JDD. Quel impact aussi le texte aura sur leur activité? Pourrait-il y avoir des dommages collatéraux, comme s'en inquiète Jean Massier, par exemple? Et les invités du talk ce soir sont là. Aurore Gaït, bonsoir. Et oui, vous avez Bonsoir. des micro-mains, pardon, j'ai oublié de vous briefer. Donc c'est assez intuitif. Voilà, il faut tenir bon réflexe, cela dit. Aurore, tu es journaliste chez Numérama. C'est ça, exact. Voilà, et tu as notamment écrit un papier qu'on peut vous envoyer dans le chat, d'ailleurs, salut les modos, un papier dans lequel tu décryptes justement le contenu de la proposition de loi qui est examinée à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu as des sujets de prédilection chez Numérama ou... Moi, je m'occupe surtout de tout ce qui est papier société. Okay. Du coup, là, typiquement, les influenceurs, ça en fait bien partie. Je fais un petit peu aussi les sujets crypto, ce qui est assez bien là, parce que du coup, il y a une partie d'influence sur les crypto-monnaies aussi. Et globalement, voilà, c'est ça. On a Miracle in the Storm dans le chat qui dit Numérama avec plein de A et plein de cœurs. Voilà, donc je transmets. Amélie Deloche, bienvenue. Salut. Tu es la cofondatrice du collectif Paye ton influence. Donc en gros, t'appelles à plus d'éthique, c'est ça, dans le monde de l'influence? Alors plus spécifiquement, on invite les influenceurs à se réveiller écologiquement. Voilà, on a un prisme quand même qui est responsabilité écologique du secteur de l'influence. Ok, donc j'imagine que on peut peut-être, pardon, je rapproche l'écran, peut-être commencer par ça. Toi, typiquement, Amélie, avec ton prisme à toi, comment tu vois cette proposition de loi à l'Assemblée nationale pour encadrer l'activité des influenceurs?
Alors cette proposition de loi, elle est absolument nécessaire. Je pense que c'est absolument indispensable de poser un cadre commun, global et un guide aujourd'hui pour savoir où va le secteur de l'influence et comment surtout le réguler, l'encadrer. Parce que voilà, on le sait très bien, le secteur de l'influence, c'est un secteur qui explose économiquement parlant et qui a un impact sur des millions de personnes et notamment les jeunes générations qui sont très influençables. Donc c'est absolument indispensable de le réguler. Alors moi, si je pars du prisme écologique, c'est vrai que cette loi ne met pas forcément en avant ces enjeux-là, la responsabilité écologique des influenceurs, alors qu'aujourd'hui, ils ont cette capacité à finalement orienter les comportements de consommation et les modes de vie, etc. Peut-être qu'on en reparlera après, mais il y a un amendement qui avait été proposé, justement, qui a été rejeté, et qui proposait d'interdire aux influenceurs de la promotion de produits ou de services dont la fabrication ne correspondait pas, dont les impacts de la fabrication n'étaient pas en lien avec ne correspondaient pas aux accords de Paris. D'accord, du style Chine, exactement, etc. Voilà, Ça a été rejeté. Ça a été rejeté parce qu'en fait, c'est extrêmement compliqué. Parce que déjà, la publicité globale, c'est pas quelque chose qui est présent dans la publicité globale, ce type d'interdiction. Oui. Et puis, je pense que c'était compliqué de mettre... Finalement, il y a trop d'activités qui auraient été interdites. Mais par contre, ça nous a quand même montré que le travail qu'on fait avec Paye ton influence, ça a permis à des députés de proposer ça, même si, in fine, on savait très bien que ça allait être compliqué de le valider. Aurore, comment expliquer que là, des politiques commencent à se poser la question d'encadrer l'activité des influenceurs ? Ça vient d'où ? Il n'y a pas vraiment de raison qui a été donnée. Après, on peut imaginer que comme l'influence, c'est un secteur qui prend beaucoup d'importance et qu'il y a eu pas mal de scandales ces dernières années sur des arnaques qui ont été promues par les influenceurs, des gens qui ont perdu énormément d'argent parce qu'ils ont été incités à investir dans des fausses crypto-monnaies par des influenceurs. On peut penser que c'est un peu à cause de ça, grâce à ça, que le gouvernement s'est un peu penché sur la question. Mais ils n'ont pas non plus donné de raison particulière, en tout cas pas que j'ai vu. Et avant qu'on parle justement de la proposition de loi, toi, Amélie, pourquoi tu as cofondé ce collectif ? C'est parti de quoi, en fait ? D'une expérience personnelle sur les réseaux, de discussion, pour comprendre un peu. Alors, plusieurs choses. En gros, les créatrices de Paye ton influence, on est toutes des filles. Les créatrices de Paye ton influence, en gros, on est toutes engagées depuis quelques années, en fait, dans la transition écologique. Et on était très intéressées par les réseaux sociaux de manière générale. Et en fait, on a fait le constat à un moment que, justement, les influenceurs, ils avaient cette capacité à fédérer, à finalement pouvoir passer des messages à énormément de personnes. Et on a fait le constat que, aujourd'hui, la majorité des influenceurs promouvaient des modes de vie de consommation qui n'étaient plus compatibles avec les enjeux écologiques, alors que justement, ils pouvaient être des acteurs pertinents dans la transition écologique parce que justement, ils avaient ce pouvoir d'influence. Et du coup, de ce constat-là est né Paye ton influence, de dire finalement, le secteur de l'influence, c'est un secteur économique à part entière aujourd'hui. Il faut qu'il fasse sa transition écologique comme l'ensemble des secteurs économiques actuellement. Et c'est avec ce constat-là qu'on a voulu créer Paye ton influence pour se dire comment on peut faire en sorte de réveiller écologiquement les influenceurs, de dynamiser la transition écologique du secteur et de faire en sorte que finalement aujourd'hui les influenceurs ce soient des alliés dans cette transition écologique. Et ils vous disent quoi ces influenceurs et ces influenceuses quand vous les interpellez là-dessus ? Quel genre de réponse vous avez ? Alors ça dépend. On va dire qu'il y a 1 an, c'était plus compliqué. On était beaucoup ignorés sur ces questions-là. Je veux dire, on essayait d'envoyer des messages, de mettre des commentaires, etc. pour rappeler les enjeux écologiques, l'empreinte carbone, etc. On était beaucoup ignorés ou alors bloqués. Mais de plus en plus, il y a surtout eu un shift avec cet été. Il y a eu de nombreuses canicules, etc. Et je pense qu'il y a vraiment eu une prise de conscience de la société quand même sur les enjeux écologiques, sur les enjeux climatiques. Le fait que c'était pas dans 5, 10, 20 ans, c'était maintenant, c'était en France, c'était dans notre quotidien. Et à partir de ce moment-là, on a eu quand même des influenceurs, on a vu, qui ont commencé à se poser des questions, à commencer à en parler de petit à petit. Et du coup, notre discours était beaucoup plus entendu. Alors, il n'amenait pas forcément à des prises de position concrètes. Il y a encore très peu d'influenceurs aujourd'hui qui ont fait vraiment une transition complète écologique. Mais il y en a de plus en plus quand même, on voit qu'ils se posent des questions et qui commencent à vouloir intégrer dans leur manière de faire de l'influence ces enjeux écologiques-là.
Alors, avant qu'on parle de cette proposition de loi, dans le chat, dites-nous, est-ce que vous avez, j'imagine, hein, mais est-ce que vous avez vu passer cette tribune dans le JDD donc dimanche, avec une centaine d'influenceurs, donc de créateurs de contenu, qui disaient qu'en gros, ils interpellaient les députés pour dire attention, Aurore, tu peux nous résumer un petit peu ce qui s'est passé avec cette tribune ? Ouais, Elle alors, vient de qui et qu'est-ce qu'elle racontait ? du coup, elle a été signée par 150 influenceurs. Mm. Sauf qu'au final, on ne sait pas aujourd'hui trop comment est-ce que les signatures ont été obtenues parce qu'il y a plusieurs influenceurs, dont Squeezie, après, qui ont dit qu'ils n'avaient pas lu la pétition avant. Ouais. Il y en a d'autres qui n'ont pas vraiment donné leur accord et dont le nom s'est quand même retrouvé dans la tribune. Ouais. Du coup, mais ça, c'est encore un sujet à part. En gros, ce que la tribune disait, c'est qu'ils voulaient que les députés fassent la différence entre les influenceurs. Du coup, comme on l'entend habituellement, les anciennes stars de la télé-réalité qui sont sur Instagram et qui vivent pour la plupart à Dubaï. Et les créateurs de contenu, du coup, les personnes qui streament, les personnes sur TikTok, les youtubeurs qui sont en fait les historiques un peu. Et du coup, ils voulaient vraiment que les députés fassent la différence entre ces deux catégories et que en fait, le texte ne soit pas trop restrictif pour qu'eux ne soient pas forcément trop impactés par leurs décisions, quoi. En gros, c'était ça. Ok, et cette tribune, elle vient de l'UMIC, Oui, c'est l'union des métiers de l'influence et ouais, des créateurs de contenu. voilà. Ils sont allés un peu trop vite, en gros, ils n'ont pas lu la proposition de loi et ils se sont dit attention, on va attaquer les créateurs de contenu et les influenceurs. Et après, ils ont un peu rétro-pédalé. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. En gros, il y a eu un groupe de travail qui a été monté par Bercy entre janvier et mars, auquel on faisait partie d'ailleurs, Paye ton influence, donc un groupe de travail qui regroupait en gros des acteurs de l'influence. Donc il y avait notamment les agences d'influenceurs représentées par l'UMIC. En gros, l'idée de l'UMIC, c'est de pouvoir être un acteur qui représente les agences d'influenceurs. Il y avait des autorités comme l'autorité des marchés financiers, etc., durant ce groupe de travail. Et justement, l'idée, c'était de réfléchir à comment on pouvait mieux encadrer en parallèle de la loi qui allait arriver. Et donc l'UMIC était au courant de cette loi, concrètement. Il savait très bien ce qu'il y avait dedans. En fait, je pense qu'il y a eu déjà le fait que la tribune n'était pas clairement bien écrite, en fait, Non. déjà. Qu'il y a le timing qui a fait que en fait, tout le monde a cru que les influenceurs étaient contre la proposition de loi. Mais apparemment, ce qu'il y aurait derrière, c'est qu'ils sont pour la proposition de loi, mais qu'ils avaient peur de tous les amendements qui ont été proposés et que ces amendements-là puissent, on va dire, brider le secteur. Voilà. D'accord. Mais bon, ouais, en fait, il y a eu ça. Il y a eu un quiproquo généralisé, je pense, au sein de l'UMIC avec les influenceurs, etc., qui a fait que personne n'a compris et que ce ne sont pas les bons messages qui ont été passés. Ok. Bon, en tout cas, on comprend à juste titre qu'ils demandent à ce que la distinction entre les influenceurs qui arnaquent et les créateurs de contenu soit faite. Est-ce que dans la loi, cette distinction, elle est faite ? Et dans l'esprit des politiques, j'imagine que ça paraît un peu évident de ne pas mettre sur le même pied d'égalité un candidat de télé-réalité et Squeezie. Après, c'est difficile de faire des définitions différentes par plateforme. Ouais. Parce que il y a aussi quelques influenceurs qui ont des chaînes YouTube, Ouais. Des influenceurs anciennes stars de télé-réalité qui ont des chaînes YouTube, tout ça. Mais en gros, ce que le projet de loi il dit là pour l'instant, c'est que les influenceurs sont des personnes qui utilisent leur notoriété pour mettre en avant des produits contre lesquels ils reçoivent de l'argent ou des avantages en nature. Sauf que c'est pas non plus hyper clair et que techniquement là, si un youtubeur fait une vidéo qui est sponsorisée par NordVPN, ça peut être des influenceurs, ce sont des influenceurs. S'il y a une vidéo qui est sponsorisée d'un bout à l'autre par une boisson énergétique, c'est de l'influence. Du coup, peu importe les plateformes pour l'instant. Et quand on est invité dans un hôtel, dans un restaurant, c'est... La question se pose. ça fait partie de la partie, je sais pas, payée en nature. C'est pas de l'argent, mais c'est une contrepartie, quoi. Il faudrait que ça soit mentionné. Ouais. La photo au resto, voilà, j'ai été invitée dans ce resto, c'est un partenariat, quoi. Faudrait le mentionner. Aujourd'hui, en gros, en ce qui concerne les voyages presse, par exemple, ou les invitations dans des restaurants, etc., alors déjà, il faut qu'il y ait quand même un contrat. Et si le restaurant, la marque qui fait le voyage presse demande à l'influenceur
typiquement de faire des stories en taguant la marque, en taguant le restaurant, etc., c'est considéré comme du partenariat. Par contre, si derrière, il n'y a pas, y a pas de rétribution où l'influenceur n'est pas, on va dire, amené à être ou est obligé de faire des stories, etc., là, il n'y a pas besoin normalement de mettre partenaire rémunéré, alors qu'en soi, ça devrait. Ok. Il y a Marie de 111 qui dit c'est chaud à différencier quand même influenceur, créateur de contenu. Après, de base, c'est pas forcément des choses qui sont très différentes. C'est juste qu'aujourd'hui, quand on pense influenceur, on pense aux anciennes stars de réalité qui vivent à Dubaï. Et quand on dit créateur de contenu, on pense plutôt aux youtubeurs. Mais finalement, il y a aussi des placements de produits. Peut-être que c'est un petit peu plus indirect. C'est-à-dire sur les youtubeurs qui sont créateurs de contenu, je sais pas, qui vont faire de l'information par exemple, parfois ils font de la pub au début dans leurs vidéos pour une appli, pour un service. Ça reste quand même vendre un produit, oui, bien mais sûr. c'est peut-être moins flagrant que une crème ou que des prothèses. Mais ça reste quand même du placement de produit. Ah oui, c'est clair. En gros, le point commun... Plus responsable, mais... C'est ça. En fait, le point commun entre les influenceurs, entre guillemets, Dubaï, en télé-réalité, et les influenceurs classiques, c'est le placement de produits. Et c'est ça qui veut être régulé, notamment dans la loi, en fait. Bien sûr, et la loi, elle ne peut pas faire la différence entre un influenceur télé-réalité et un influenceur classique, parce que, in fine, derrière, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est ce qui valorise. Et c'est ce que c'est ce que les députés ont pas mal répété, c'est que si un influenceur on va dire est entre guillemets responsable et n'enfreint pas la loi, cette nouvelle loi pour l'influence, elle n'est pas censée avoir de l'impact sur sa manière de faire. Si il met bien en avant les placements, son placement de produits, qui dit bien qu'il est sponsorisé, etc., qu'il ne met pas en avant des placements de produits qui sont pas interdits, normalement, cette loi, elle est juste là pour réguler les dérives. Et le texte, justement, donc, définit ce qu'est un influenceur commercial, ça on l'a dit tout à l'heure. Et le texte note aussi qu'il faut donc que la contrepartie ait une valeur supérieure au seuil fixé par décret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on ne sait pas encore, mais... Ça veut rien dire pour l'instant, parce que, comme dit le texte, il faut que ça soit décidé par décret. Le décret, c'est le gouvernement qui va le décider après, une fois que la loi sera votée. Du coup, là, elle a juste été examinée en première lecture à l'Assemblée, mais ça va encore aller au Sénat. Il va peut-être y avoir une navette parlementaire, du coup, le texte n'est pas encore du tout finalisé. Et seulement à ce moment-là, ça va être imposé par décret. Du coup, pour l'instant, on ne sait absolument pas si le seuil minimum il va être de 500 €. Donc, quand on parle de seuil, c'est une rémunération en fait à l'année, par exemple. Donc, est-ce que c'est à l'année? Est-ce que c'est par poste? Impossible à dire pour l'instant. Ça veut dire que si on dépasse ce seuil, donc on est considéré comme un influenceur commercial, même si on fait pas de commercial. C'est possible, ce serait ça, ouais. C'est-à-dire quand tu dis pas de commercial? Je sais pas si on stream et qu'on fait du jeu vidéo, mais qu'on gagne énormément d'argent. Est-ce que ça fait de nous un influenceur commercial? À partir du moment où tu fais un placement de produit, oui. Oui, mais si c'est streamer qui gagne de l'argent grâce à ses abonnements, ce sera différent parce qu'il n'y aura pas de promotion. Okay. Si jamais un streamer fait une promotion pendant un stream de une crème beauté, là, il pourra être considéré comme un influenceur commercial, mais sinon, il n'y aura pas normalement il ne sera pas considéré comme ça, quoi. Ok. Et je vous relis, je l'avais relevé avant que le stream commence. Lénie a dit tout à l'heure, en tout début de stream, moi je crois que les influenceurs sont des gens responsables pour la plupart d'entre eux. Du coup, Amélie, je te retourne la question de Lénie. C'est quoi le problème aujourd'hui, entre guillemets, avec certains influenceurs? Qu'est-ce que ça veut dire responsable, déjà? Si je reprends le prisme écologique, il y a très peu d'influenceurs qui sont écologiquement responsable, en tout cas. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que il y a des grosses dérives qui ont impacté avec des arnaques, etc., qui sont, on va dire, le haut de l'iceberg, qui représente un petit nombre d'influenceurs qui font ça, mais c'est un petit nombre d'influenceurs qui sont très médiatisés. C'est aussi ça le problème. Du coup, il y a énormément de victimes de ces influenceurs-là. Après, en gros, le problème généralisé dans le secteur de l'influence, c'est qu'il y a une méconnaissance des lois existantes. Parce qu'il y a des lois existantes, notamment le Code de la consommation, par exemple, qui dit déjà aux influenceurs qu'ils doivent mentionner clairement le placement de produits, etc. La loi E20, par exemple, sur la promotion de l'alcool, il y a des lois existantes, mais qui n'étaient aujourd'hui pas forcément
connu, notamment aussi le fait de faire un contrat entre une marque, un influenceur quand on fait un placement, etc. Et qui n'était, pour le coup, pas forcément respecté par l'ensemble du secteur. Donc je pense qu'il y avait quand même un enjeu aujourd'hui de se dire, quand tu es influenceur, déjà, on va dire, ça s'est professionnalisé comme métier. Quand tu es un influenceur, tu as des droits et surtout tu as des devoirs. Et aujourd'hui, c'est important que tout le monde ait les mêmes devoirs et que tout le monde soit sur le même pied d'égalité pour qu'on reprenne sur des bases saines et que le secteur puisse, on va dire, se développer de manière responsable, justement. Et est-ce que tu trouves que ce secteur, justement, en particulier chez les jeunes, enfin en gros chez les moins de 35 ans, tu trouves qu'il manque un peu des voix responsables, en tout cas, qui ont un discours plutôt écolo, quoi? Alors, il y a pas mal d'influenceurs écolos, green, même d'activistes qui sont sur les réseaux, Camille Etienne par exemple. Le problème, c'est que on reste beaucoup dans des cercles de convaincus. Et des activistes, justement. Ouais. Exactement. Et que même, il y a aussi pas mal d'influenceurs qui ont une ligne éditoriale qui est basée sur les enjeux écologiques, que ce soit sur le voyage ou le quotidien, etc. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les influenceurs les plus médiatisés, ceux qui sont le plus regardés et du coup qui ont la plus grosse influence, finalement, eux n'intègrent pas forcément ces enjeux de responsabilité sociale, écologique dans leur manière de faire. Et du coup, finalement, in fine, on a toute une génération qui les suit, qui n'est pas forcément amenée à se poser des questions et à potentiellement intégrer aussi ces questions-là dans son quotidien. Pacoun qui dit, alors pardon, Marie de Sens qui dit, moi je suis influencée, là j'ai envie d'acheter les canapés. Pour la petite blague. Pacoun qui dit, quel impact au final pour les influenceurs visés par la loi expatriés à Dubaï? Ce qui est hyper intéressant, justement, c'est que la loi, elle a... Il y en a beaucoup. Ouais. Qui sont expatriés. Et la loi, elle prévoit justement un article entier sur eux. Elle dit que les personnes qui seront installées en dehors de l'Union européenne, du coup, typiquement Dubaï, elles devront avoir un représentant en France avec lesquels les marques passeront les contrats. Du coup, comme ça, le gouvernement est sûr que le contrat sera fait en France, du coup, répondra aux droits français. D'accord. Et donc, ce représentant légal, ça serait qui? C'est un agent En gros, ouais, c'est ça. Donc, pareil, le texte précise... Enfin, il me semble pas qu'il ait précisé exactement quelle personne ça devait être. Okay. Mais typiquement, ça peut être un agent. Et donc ça sera obligatoire. Ouais, si l'amendement est... si le texte passe. Mais du coup, là, je crois qu'il devait être débattu. Peut-être là, en ce moment, mais du coup, je sais pas. En tout cas, tout à l'heure, il n'avait pas encore été examiné. Et c'est vrai que la question qu'on peut se poser aussi, j'imagine que c'est pas encore fixé, mais c'est et sinon quoi? L'amende, est-ce qu'elle sera suffisamment importante pour dissuader les influenceurs de respecter la loi, quoi? Pour cet article-là spécifiquement, il n'y avait pas de montant d'amende qui était... En gros, si tu n'as pas de représentant légal en France, il se passe quoi? Alors là, cet article-là spécifiquement prévoyait pas d'amende, mais dans le texte, la peine maximale... T'es banni en gros dans le texte, là, dans la globalité du texte, l'amende maximale elle a été fixée à 30 000 €. Mais ça peut encore être à débat. Ouais. J'avais vu, il y a pas 375 000 € sur si tu promeus les cryptos, etc. Ah, peut-être que sur les cryptos, c'est plus... J'avais vu 375 000 € et jusqu'à 2 ans d'emprisonnement sur vraiment la partie où c'est interdit de promouvoir la chirurgie esthétique, les cryptos, etc. Et sauf, mais peut-être que ça a changé. Tout à l'heure, j'ai regardé, il m'a semblé voir que 30 000 € c'était la somme maximale, mais peut-être que du coup, ça met... j'ai pas tout vu. C'est pas grave. Oui, et puis c'est pas non plus définitif, donc peut-être à la fin ça va être baissé, peut-être que ça va être augmenté. Donc pour l'instant, mais il y a des amendes qui sont prévues, peut-être pas spécifiquement sur cet article-là, mais la loi viserait vraiment à l'imposer pour tous les ressortissants français. Du coup, je sais pas comment ils pourraient trop la mettre en place. Et dans cette loi, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encadrer le métier d'agent d'influenceur? Oui. C'est bien ça, c'est-à-dire... tous les influenceurs ont des agents. Les plus gros, en général, ont des agents pour les aider à... Parfois, ils ont même des équipes entières derrière eux pour les aider à gérer les partenariats, le fait de faire des vidéos, d'organiser les tournages, tout ça. Mais ça 300 000, pardon, on nous dit dans le chat. Du coup, tu avais raison. Mais ça a dû changer. Ouais. Que ça a changé.
Non, mais c'est moi qui ai du mal voir du coup. Pardon, du coup, ouais, sur encadrer les agents. Là, du coup, la loi veut qu'il y ait vraiment un contrat qui soit signé entre les agents et les influenceurs. Je pense que ça vaut plutôt pour peut-être les plus petits influenceurs qui parfois ont des agents un peu informels et qui n'ont pas forcément du coup de Des cadre membres de la famille. légal. Ouais, voilà, c'est ça. Typiquement, c'est peut-être aussi pour les influenceurs mineurs qu'ils aient un agent, typiquement genre leurs parents, mais que ce soit vraiment reconnu dans un contrat. J'imagine que c'est un peu comme ça. Vraiment l'idée derrière cet article. Et ce genre de mesures, entre guillemets, ça professionnalise quand même ce métier-là. Enfin, est-ce que c'est pas une forme de reconnaissance aussi, de dire, voilà, il y a des gens derrière, il faut que tout ça soit contrôlé? Oui, bien sûr, et comme je disais, ça donne un cadre. Aujourd'hui, oui, enfin, la notion d'agent d'influenceur, elle n'était pas vraiment très claire. Ouais. Il n'y avait pas forcément de contrat qui était passé entre un agent et un influenceur. Un contrat, là, dans la loi, le contrat doit bien déterminer quelles sont les missions de l'agent, etc. Il y a aussi un enjeu de représentativité de l'agent, l'agent représente l'influenceur. Un enjeu aussi de responsabilité. S'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que c'est la faute de l'agent, de l'influenceur, de la marque, etc. Ouais. Donc ça remet un peu en question de qui est responsable, qui doit avoir les informations clés, etc. Donc oui, ça professionnalise bien sûr le métier. Marie de 111 qui dit anecdote, je remonte, la fille de ma collègue croit que les ratons laveurs parlent en morse suite à un short sur Instagram, elle a 15 ans. Ouais, bon, mais ça, l'information, c'est encore un autre, un autre champ. Sur la promotion des NFT et des crypto-monnaies, du coup, la proposition de loi, elle dit quoi? La proposition de loi disait, c'était assez technique parce que du coup, pour bien définir ce qu'est un NFT, ce qu'est une crypto-monnaie, quelles entreprises ont le droit. Enfin, il y a eu plusieurs débats cet après-midi, du coup, justement, genre sur les définitions très spécifiques. D'accord. D'après là, ce qu'il y avait sur les débats, c'était que en gros, il fallait encore vraiment bien définir ce qu'étaient les NFT, mais que du coup, ça serait à une autre loi de le faire, parce que là, c'est une loi vraiment très spécifique et les NFT, ça serait aussi genre une loi plus financière parce que ça peut être considéré comme des produits financiers spécifiques. Et pareil pour les entreprises de crypto qui, du coup, là, il y a seulement un certain niveau de PSAN qui devrait être autorisé à faire des publicités, à sponsoriser des contenus sur les crypto-monnaies. Et il y a aussi le sujet de l'alcool sur les réseaux sociaux. Peut-être, Amélie, est-ce que tu peux nous décrire un peu quel genre de contenu fait par certains influenceurs, influenceuses vont faire la promotion de l'alcool pour des gens qui vraiment connaîtraient pas du tout ce milieu? Alors, déjà, les influenceurs, aujourd'hui, ils doivent respecter la loi E20. La loi E20, c'est quand même adapté au secteur de l'influence. Et typiquement, normalement, les influenceurs, ils n'ont pas le droit de promouvoir l'alcool dans certains cadres, par exemple dans un cadre de fête. En gros, ils ne doivent pas associer l'alcool à quelque chose, entre guillemets, de festif, de positif. Ils doivent souvent pas, le cas. on va dire, voilà, exactement. C'est souvent le cas, malheureusement. Ils ne doivent pas associer l'alcool, enfin, ils ne doivent pas, on va dire, décrédibiliser la sobriété, par exemple. Le fait de pas boire ne doit pas être vu comme négatif. Et normalement, ils sont censés aussi mettre le petit bandeau consommer avec modération à chaque fois. Comme à la télé. Exactement, sauf qu'on voit énormément d'abus sur ces questions-là. Donc apparemment, il y a eu des amendements qui ont été intégrés, qui ont été proposés sur l'alcool. Je ne sais pas trop où ça en est. Il y a aussi une autre proposition de loi à part entière qui a été faite par Addiction France, donc l'association principale concernant les addictions et notamment l'alcool, qui a fait une loi spécifique qui voulait interdire totalement la promotion de l'alcool par les influenceurs parce que les influenceurs, ils ont une audience qui est principalement très jeune, potentiellement des mineurs, et que dans le cadre classique de la publicité, typiquement, on n'a pas le droit de promouvoir l'alcool dans un cadre où les mineurs pourraient pourraient le voir, notamment dans le cinéma, je ne sais plus dans quel autre cadre, mais voilà. Donc il y a aussi un enjeu de les associations poussent à interdire totalement le fait que les influenceurs puissent promouvoir l'alcool, parce que derrière, en fait, on a une population extrêmement jeune sur les réseaux finalement. Donc ça veut dire que, par exemple, une influenceuse qui posterait une photo d'une coupe de champagne,
Ça deviendrait interdit. Ça sera interdit après cette loi? Seulement si ça fait partie d'une promotion. Exactement. D'un partenariat. Ok. Si D'accord. Ricard la paye pour poster une photo Ok. d'elle Si c'est dans à une titre piscine, personnel. voilà, c'est Ok. ça. C'est ce ça. que je me Elle disais. Ah oui. boit Ouais. un verre de Ricard, pour reprendre l'exemple, et D'accord. qu'elle le poste comme ça, juste parce qu'elle est en soirée avec ses amis, normalement, il n'y Ok. aurait pas de problème. Donc c'est dans le cadre de promotion, le chat. Vous avez bien saisi. Et il y a aussi un volet sur la chirurgie et la médecine esthétique. Et là, que dit la proposition de loi? C'est en gros, Vous savez? c'est d'interdire les promotions de chirurgie esthétique, en gros, Ouais. parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec des influenceuses qui conseillaient des injectrices, je crois que c'est ça le Les terme. injectrices illégales. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Qui, du coup, n'étaient pas du tout formés, qui n'étaient pas du tout des chirurgiens ou des chirurgiennes, qui n'étaient pas docteurs, et qui faisaient des injections illégales, notamment pour les lèvres. Et du coup, genre, ça a fait des dégâts énormes. Enfin, il y a des personnes qui, comme c'est pas des Ouais, qui produits ont eu des qui soucis sont de bien, santé derrière. ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, là, ce serait pour complètement les supprimer, du coup. Enfin, interdire, pardon, ces promotions. Amélie, là-dessus, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, je pense que c'est Qu'est-ce qu'elle va nécessaire. changer, cette loi? Parce que jusque-là, c'était quand même... J'ai lu aujourd'hui qu'il y avait le syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique qui a fait fermer 30 comptes Instagram qui faisaient justement la publicité de ces injectrices illégales d'acide hyaluronique. Donc là, il y aura quoi de nouveau? Alors, je pense que, c'est déjà, on ne sait pas qui c'est ces comptes. Juste Ouais. avant de venir, justement, T'as j'ai vu. regardé? Ouais, et l'article qui est sorti sur France Info précisait pas les comptes. Ok. Et donc, je sais pas si c'était des petits comptes, si c'était des gros influenceurs. J'ai pas eu le temps de regarder parce que c'était un peu avant que je dois partir pour venir ici. Ok. Mais Pas de souci. là, comme c'était de la promotion pour de la médecine illégale, j'ai l'impression que ça peut changer parce que ce sera tous les actes de chirurgie esthétique Exactement. dont la D'accord. promotion sera On interdite. va plus faire la promotion, même légale finalement, de la chirurgie. Ok. Nawal Paris qui dit Hello, faudrait aussi interdire les chirurgiens esthétiques qui pullulent sur TikTok. Inadmissible. Oui, c'est un autre. Bah oui, c'est vrai que c'est Ça, un sujet aussi. Ouais, ça, je sais pas trop comment ils vont faire pour. Est-ce que du coup ils vont devoir fermer leur compte? Est-ce que vu que c'est leur propre. Est-ce qu'ils sont considérés comme influenceurs Exactement, déjà? parce que finalement ils font la promotion de leur propre activité, Ouais. donc ils sont pas payés pour le faire. Non. Donc il y a peut-être des C'est choses la comme leur. ça, ouais, qui vont permettre quand même à certains chirurgiens de promouvoir leur acte de chirurgie. Quoi d'autre? Ah oui, il y a un volet sur la modération aussi. Une proposition qui concerne en fait les signalements. Pardon. L'idée, c'est que les plateformes en ligne mettent à disposition de leurs utilisateurs un mécanisme qui permet de signaler des publications illicites, mais ça existe déjà, non? Le bouton Oui. signaler. Oui, Donc, quand j'ai lu ça, j'ai pas trop compris. Moi non plus, parce que c'est déjà des mécanismes qui existent. Ouais. J'imagine que c'est pour se prémunir si jamais il y a une nouvelle grosse plateforme qui monte et qu'il n'y a pas forcément Ouais. ce genre de pratiques mises en place. Et Pour que ça soit écrit, quoi. Ouais, mais aussi peut-être pour les obliger à avoir des vrais groupes de modération et des groupes de modération qui seraient spécifiques à la France, qui pourraient répondre rapidement. Mais dans l'état actuel des choses, j'ai l'impression que ça ne changerait pas grand-chose. Une question de Acopic qui dit d'ailleurs, c'est à partir de combien d'abonnés qu'on est influenceur? Eh ben, Est-ce qu'il y a un seuil fixé? Eh bien non, en tout cas pas dans la loi. À partir de non, il y a pas de seuil finalement. Ok, c'est étonnant, non? On pense surtout aux gros influenceurs, du coup, genre qui ont des millions de followers. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a aussi de plus en plus le phénomène des micro-influenceurs Exactement. qui, du Ok. coup, même s'ils n'ont pas forcément beaucoup d'abonnés, ont beaucoup plus d'influence parce qu'ils ont un plus gros taux de conversion derrière. Du coup, C'est-à-dire? typiquement, genre, tu as des micro-influenceurs qui sont spécialisés dans la nourriture, Mhm. mais même s'ils ont que 1000 abonnés, s'ils ont 900 gros fans, si un jour Ouais. ils disent qu'ils ont envie de sponsoriser, genre, je sais pas, une machine à café, il y aura Il faut- beaucoup ouais. plus de taux de conversion de la part de ces fans-là Donc qui beaucoup vont plus aller de acheter. vues, en gros, Exactement. sur les contenus. Un Mhm. engagement beaucoup plus Bah, un fort. taux d'engagement, c'est ça. D'accord. Qui fait que même quand on a 1000 ou 1500 abonnés, on peut avoir une influence, oui. Et ce label influenceur responsable, alors qu'est-ce que c'est?
En fait, je pense qu'il y a un enjeu. Est-ce que tu peux juste rapprocher? Parfait, c'est pour le podcast. Ok. Je pense qu'il y a un enjeu de justement clarifier peut-être les influenceurs classiques et peut-être les influenceurs télé-réalité à travers un label responsable qui permettrait d'identifier clairement finalement quel influenceur fait bien son métier peut-être, mais on n'a pas vraiment de vue sur les critères qui vont être mis en place pour savoir si un influenceur est responsable. Je pense que ça peut être une bonne idée et en même temps c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'un influenceur est responsable. Ça peut créer une hiérarchie un peu bizarre entre les gens. C'est ça, parce que typiquement, si je repense sur les enjeux écologiques, est-ce qu'un influenceur qui, entre guillemets, respecte la loi, fait bien son métier, mais promeut Chine, est-ce qu'il est responsable, par exemple? Enfin, je pense que ça peut être très compliqué à voir ce qu'ils mettent comme critère. Et le problème, c'est que pour l'instant, dans la loi, c'est vraiment très flou. C'est encore flou, donc il faut peut-être vigilance là-dessus. Il y a un sondage qui a été lancé par les modos dans le chat. Pour vous, cette loi est-elle d'intérêt public? Point d'interrogation. Je vous repose la question à vous alors, pendant que le chat répond aussi. Ok, je pense que oui. Concrètement, elle est d'intérêt public. Comme je le disais, le secteur de l'influence, c'est un secteur économique qui explose, qui est en croissance exponentielle. Au moment, il faut comprendre que entre 2015 et aujourd'hui, il a fait x20, donc en quelques années. Et là, ça va continuer à croître, etc. Et surtout, c'est un secteur économique qui est en lien avec tous les autres secteurs économiques. Toutes les entreprises aujourd'hui, toutes les marques font du marketing d'influence. On a vu il n'y a pas longtemps le scandale avec Bayer, par exemple. Des entreprises comme Total aussi font du marketing d'influence. Donc, c'est important aujourd'hui de mettre un cadre concret et qu'il puisse y avoir des bases saines tout simplement. Et surtout, on sait très bien qu'aujourd'hui, le marketing d'influence fait vendre comme jamais la publicité n'a réussi à faire vendre, justement à travers cette relation parasociale de confiance que peuvent avoir les influenceurs avec leur communauté. Donc c'est un secteur qui a un impact énorme et il faut absolument le réguler pour ça. Aurore ? Complètement d'accord. Complètement d'accord. Et même si la loi, elle n'est pas encore hyper parfaite, juste le fait d'avoir... Elle n'est pas finie. Ouais, voilà. Et même si, à la fin, elle n'est pas parfaite, même s'il y a encore des lacunes, comme on le disait là, avec les chirurgiens esthétiques, tout ça, le fait qu'il y ait une loi qui soit inscrite, du coup, dans la législation, ce sera une première étape. Et après, on pourra ajouter des blocs en fonction de ce qui est de nouvelles problématiques. Mais du coup, c'est hyper important. Je lis quelques réactions dans le chat. Nawal Paris qui dit « La qualité de la communauté prime sur le nombre ». C'est beau, ça. Exactement. Mais d'ailleurs, ça, on le voit directement, il y a une crise de l'engagement au sein de l'influence. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a de plus en plus d'influenceurs et en tant qu'audience, on suit de plus en plus d'influenceurs. Donc forcément, notre taux d'engagement, il baisse. Plus on suit de personnes, on ne peut pas suivre autant de personnes avec le même engagement. Et il y a vraiment aujourd'hui un enjeu... Enfin, les chiffres ne veulent plus vraiment rien dire, ils veulent encore dire quelque chose, mais en termes de followers, typiquement une marque, quand elle va vouloir travailler avec un influenceur, elle va regarder son taux d'engagement avant son nombre de followers. D'accord. Donc, typiquement, des influenceurs qui potentiellement ont 1 million d'abonnés peuvent avoir un taux d'engagement qui est très petit par rapport à un influenceur qui va avoir que 100 000 abonnés. C'est comme on le disait tout à l'heure, c'est pas le nombre d'abonnés qui fait le taux d'engagement et l'impact. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, moi ? Oui, est-ce que je voulais m'appuyer aussi sur... je ne sais pas si vous avez lu la tribune qui a été aussi la tribune de Jean Massier. Lui, il dit, c'est bien, il faut encadrer, mais attention aux dommages collatéraux. Ça pourrait créer un web citoyen à 2 vitesses, avec ceux qui ont un statut et ceux qui n'en ont pas. Est-ce que... Oui, je crois qu'il faisait référence à un amendement en particulier qui voulait justement donner une sorte de... ça revenait à un label influenceur où si tu étais un influenceur responsable, tu pouvais être valorisé par l'algorithme et si tu l'étais pas, non. Et là, ça posait des questions de problème. Enfin, là, c'était une problématique parce que du coup, on se disait, non, c'est pas juste que quelqu'un puisse être valorisé plutôt qu'un autre sur quels critères, etc. Et je pense que c'est ça, en tout cas, je crois, je veux pas parler en son nom, mais il me semble que c'est pour ça qu'il a émis des doutes et des hypothèses là-dessus. Ouais, un peu comme s'il y avait une certification sur... C'est ça, une certification qui donnerait un avantage au niveau de la représentation qui serait un peu plus poussé. Donc c'est pas le cas, mais c'est une petite alerte, quoi.
C'est ça. de Jean Massier. Et typiquement, toi, Aurore, qui bosse chez Numérama, donc vraiment dans le milieu du numérique et tout, ce genre, quand on veut comme ça légiférer le numérique, le web, comment c'est perçu par les gens? Est-ce que souvent on a un petit peu peur, on parle de liberté d'expression muselée, il y a toujours cette crainte-là? Bah, c'est très compliqué de légiférer sur le numérique parce qu'aujourd'hui, ça veut un peu tout et rien dire, le Ouais. numérique. Et la tech a aussi tendance à aller beaucoup plus vite que toutes les législations. C'est aussi pour ça, tout à l'heure, que je disais qu'au final, c'était très important qu'il y ait une loi sur l'influence, même si elle n'était pas parfaite au final et qu'elle serait peut-être vite dépassée. C'est important d'avoir une base. Et c'est vrai que c'est souvent... c'est perçu de manière un peu bizarre. Il y a toujours des gens qui sont en général très pour et des gens qui sont très très contre. Ouais. Et il n'y a pas forcément non plus il y a très peu de gens qui sont au milieu, mais Ouais. comme toutes les lois en fait. C'est assez intéressant en tout cas de voir qu'il y a quand même beaucoup de fans, beaucoup de followers qui sont très contents Et de voir beaucoup d'influenceurs qui sont pour. Ouais. Enfin, en tout cas, beaucoup de créateurs de contenu qui sont pour. C'est ça. Nota Bene, Seb Lafrite, même Jean Massier et autres. Ça, ouais. Donc c'est intéressant de voir ça. Et au final, il y a aussi beaucoup du coup de fans qui disaient ouais, c'est très bien parce que moi je connais des gens qui se sont fait arnaquer, tout ça. Du coup, là c'est intéressant de voir qu'il y a quand même beaucoup de support des deux côtés. PPXBIM qui dit oulala, alors là tu m'as pas facilité la vie avec ce pseudo, qui dit sera-t-il interdit d'acheter l'eau du bain d'une influenceuse? Mon Dieu, mais ça existe ça? Il y a déjà des influenceuses qui ont vendu l'eau de leur... Ouais, moi, je débarque. Hein. Voilà. Ça y est, je suis vieille. Il y a aussi cette histoire de statut de signaleur de confiance. C'est quoi? Pour le signaleur de confiance, je te laisse répondre parce que tu nous en parlais tout à l'heure. Tu as des petits éléments, Amélie? Oui. Alors apparemment, donc je sais pas qui exactement va décider de ces signaleurs de confiance, mais l'idée, c'était d'avoir des représentants qui puissent avoir finalement un dialogue privilégié, typiquement par exemple avec la Direction générale de la consommation. Pour exemple, Paye ton influence, on nous a proposé d'être signaleurs de confiance. Donc, si typiquement si on voit un contenu sur les réseaux qui nous semble problématique, on peut le signaler directement, typiquement par exemple à la DGCCRF, qui du coup va potentiellement agir plus rapidement que si un citoyen lambda signale via le signalement sur les réseaux. C'est-à-dire que votre signalement remonte en fait au-dessus de la pile, en haut de la pile. D'accord. L'autorité administrative compétente octroie le statut de signaleur de confiance à des personnes morales dont l'un des objets est de lutter contre la violation des dispositions du Code de la consommation et de la présente loi. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, moi? Oui, j'ai vu alors une petite remarque que j'essaye de... Ah non, une question. Miracle in the Storm qui dit « Cette loi aura-t-elle un réel impact sur les plateformes américaines ?» En fait, la loi... bonne question, non? Mais la loi, elle n'est pas faite pour avoir un impact sur les plateformes, elle est faite pour avoir un impact sur les utilisateurs français de ces plateformes. Oui, c'est ça. Oui. Techniquement, il y aura un impact sur Instagram, mais pas sur les influenceurs américains d'Instagram. Ce sera vraiment que sur les utilisateurs français, même pas les utilisateurs francophones, typiquement les utilisateurs belges et suisses, même s'ils peuvent avoir une grosse fanbase française, ne vont pas respecter la loi française. Ok. Amélie? Oui, et puis il y a un enjeu avec le Digital Service Act, qui est la loi européenne sur tout ce qui est le numérique. Je pense que tu la connais mieux que moi, qui fait que c'est compliqué. En fait, clairement, en France, on ne va pas pouvoir dire à Instagram, vous devez faire ça, vous ne devez pas faire ça. Enfin, c'est aussi des enjeux qui sont européens et je pense qu'on peut pas, avec une loi sur les influenceurs françaises, obliger des plateformes aussi grosses à respecter des choses qui ne seraient pas dans d'autres lois plus internationales, j'imagine. Citrouille qui ajoute « Le numérique est mondialisé par essence, légiférer à l'échelle d'un pays ou d'un continent risque d'être inutile. » Je pense pas, parce que dans le cadre d'influenceurs français qui sont majoritairement suivis par des Français, ça va avoir un vrai impact. Après, c'est sûr que les Français représentent une toute petite partie de tous les utilisateurs d'Instagram, de tous les influenceurs d'Instagram. Mais déjà, pour les Français, ça va avoir un gros impact. Et pardon, Amélie. Je pense que ça peut aussi potentiellement pousser d'autres pays à faire de même. On a vu qu'il y a eu, en Belgique, ça a été pas mal
controversé. Il y a eu des lois qui sont passées un peu, mais sans concertation avec les influenceurs ou les acteurs de l'influence. Du coup, apparemment, les lois ne sont pas forcément très pertinentes, mais il y a de plus en plus de lois qui arrivent et quand même, le marché français, la France peut potentiellement être un vecteur d'exemple pour d'autres pays qui voudraient réguler son secteur de l'influence, par exemple. Et Acopic qui dit mais les plateformes, elles n'ont pas des responsabilités aussi? Les plateformes ont des responsabilités, mais pas spécifiquement sur tout ce qui est influence et partenariat. Ils ont mis l'option pour les influenceurs de mettre partenariat rémunéré, mais c'est aux influenceurs de le préciser. C'est pas aux plateformes de décider pour eux si ça va être des partenariats rémunérés. Du coup, là-dessus, autant d'habitude, les plateformes ont beaucoup de responsabilités et beaucoup de choses leur sont reprochées, mais là-dessus, c'est vraiment plutôt, la loi s'intéresse pas du tout aux plateformes, mais aux utilisateurs des plateformes. Et il y a Lénie dans le chat qui dit la meilleure chose à faire, ça reste l'éducation. Et il y a justement l'article 5 de la proposition de loi qui intègre la notion de sensibilisation contre les risques d'escroquerie en ligne dans la formation aux risques numériques dispensée dans les établissements scolaires. Vous étiez au courant? Il y a une formation aux risques numériques dans les établissements scolaires? Je l'apprends. J'en avais pas quand j'étais à l'école. Ouais, Internet n'existait pas quand on était à l'école. Enfin, ça existait, mais au sein de l'école, c'est comme si ça n'existait plus. Pas si vieille que ça, quand même, ça existait. Oui, non, mais je voulais dire, dans l'école, aucun prof te parlait du web. C'était. Mais je pense que c'est indispensable aujourd'hui, clairement, parce que c'est les jeunes qui sont les plus influençables et qui sont les premières victimes des influenceurs, mais que ce soit pour des trucs illégaux, mais aussi finalement, juste, comme je le disais, les comportements de consommation, les modes de vie, les modèles de réussite, les normes sociales, etc. aussi. Donc c'est important d'apprendre aux jeunes, dès le plus jeune âge, à prendre du recul sur ce qu'ils voient sur les réseaux, notamment se méfier, tout ce qui est les enjeux de fake news, etc. Encore plus quand on voit à quel point, typiquement, tout ce qui est la chirurgie, on voit que ça... Il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps, je crois, c'est dans Slate, qui mettait en avant le fait que ça a des vrais dégâts. Ça a des vrais dégâts, même pour des mineurs de 12-13 ans qui commencent à vouloir ressembler à des filtres et à des personnes qui n'existent pas réellement. Donc je pense que c'est intéressant, c'est indispensable. Et d'ailleurs, il faudrait de la sensibilisation aussi pour les influenceurs directement, en fait. Oui. Pour savoir comment communiquer et pour savoir aussi, comme je disais, leurs droits, leurs devoirs concrètement. Aurore, tu vas ajouter quelque chose ou pas? Dans la proposition de loi, il y a un article qui voudrait obliger les influenceurs qui postent des photos qui ont été retouchées à le préciser. Du coup, ce serait une première étape, justement pour ce que tu disais, à faire en sorte que y a un peu moins de pression sociale pour les plus jeunes qui ne se comparent pas forcément au niveau physique, tout ça. Donc comme dans la publicité, en fait, c'est ça. maintenant. Mais ça veut dire quoi, retoucher une photo? Pareil, le projet de loi, il n'est pas très clair. Du contraste? Est-ce que c'est changer les proportions, blanchir les dents? Est-ce que c'est un filtre? On ne sait pas. C'est très, très flou pour l'instant, le projet de loi. Ouais, je crois qu'il y avait quand même une précision sur le fait qu'il y avait une sorte de déformation de l'image quand même. Si tu mets un contraste... Voilà. C'est pas la lumière... Oui. Mais j'avoue que c'est une bonne question. Ouais. C'est le petit flou. Il y a Kyle CM, c'est notre fact-checker. Non, mais en vrai, il nous dit le texte vient d'être adopté à l'Assemblée nationale. Donc, du coup, je viens de regarder. En effet, proposition de loi adoptée à l'unanimité en première lecture. Voilà. Quoi d'autre? Donc, sur les influenceurs à l'étranger, ça, on l'a dit. Le texte propose que les influenceurs basés hors de France désignent un représentant légal sur le territoire national. Les images retouchées, on en a parlé aussi. Sur Jean Massier qui dit « gare aux dégâts collatéraux ». Une régulation mal calibrée pourrait étouffer l'expression citoyenne sur Internet. Ouais, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est l'enjeu de ce fameux label qui pourrait faire en sorte que certains influenceurs soient mis en avant plutôt que d'autres par les algorithmes. Donc ça, c'est... Ouais. Ok. Ah, Jules Grave qui dit l'éducation des parents, 3 petits points. Oui, il y a un gros aussi enjeu de manière générale de protection des mineurs, mais aussi à travers aussi tous les parents qui peuvent mettre en avant leurs enfants sur les réseaux.
Ça fait partie aussi d'une autre loi, la loi Studor, la loi Studor qui met en avant, en gros, qui régule tout ce qui est comment tu peux utiliser ou pas l'image en ligne de ton enfant en tant que parent. On voit très bien qu'il y a beaucoup de chaînes aujourd'hui, YouTube, avec, qui mettent en scène des enfants, etc. Donc je pense que il doit y avoir aussi l'éducation des parents quand tu mets en avant ton enfant en ligne, ou alors quand ton enfant devient influenceur aussi, pour savoir quels sont ses droits et ses devoirs. Et en même temps, j'imagine que si on reste un peu optimiste, on peut se dire que peut-être que ce gap générationnel entre les parents d'aujourd'hui et leurs enfants vis-à-vis du numérique et des réseaux sociaux, finalement, il va être de plus en plus petit, puisque nous, typiquement, on connaîtra déjà en fait le milieu de l'influence des réseaux sociaux, et donc on sera moins perdu qu'en gros nos parents à nous, quoi. J'ai envie de croire que oui. Ça va petit à petit, l'éducation aussi au sein de la famille. Nous, on connaîtra toujours Internet, on saura comment utiliser les emojis aussi. Ouais. Après, il y a ce truc que Internet va toujours plus vite que beaucoup de personnes. Et du coup, les générations les plus jeunes étant les plus connectées, elles auront forcément toujours un pas d'avance. Typiquement sur TikTok, c'est les plus jeunes qui se le sont appropriés en premier. Et c'est normal parce que la plateforme leur était destinée. Et les vieux, typiquement, ma génération, on est arrivé bien plus tard. Et du coup, il y avait déjà des codes spécifiques, des trucs sur lesquels on était un peu en décalage. Oh, mais il y a France Télé qui nous a fait un raid. Merci. En fait, c'est France TV / qui stream sur la chaîne de France Télé, du coup. Depuis hier, France TV / qui fait des streams quotidiens. Je vous avoue que j'ai passé une tête hier, mais je n'ai pas regardé encore sur la durée ce qui se disait. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on se dise au revoir ? J'ai lu, je ne sais plus si c'était dans un article ou sur Twitter, mais une influenceuse, je ne sais plus laquelle, qui disait finalement, non, c'était pas du tout une influenceuse, c'était une spécialiste e-commerce ou communication, bref, je sais plus. Elle a dit, mine de rien, les influenceurs, ils permettent de révéler tous les dysfonctionnements qui peuvent exister dans le e-commerce. Oui, je pense que sur la question du dropshipping, oui, ça a été finalement mis en lumière à travers les influenceurs. Bon, le dropshipping, ce n'est pas illégal, hein, on le rappelle, c'est juste une pratique qui est peu éthique, on va dire, parce qu'il y a eu plein d'arnaques sur le fait que les produits n'arrivent pas, etc. Mais oui, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été révélées, même sur les arnaques crypto, etc. Je pense qu'ils existaient déjà peut-être à côté. Donc, je pense qu'ils ont eu cette... on va dire, c'est grâce ou à cause de certains influenceurs qu'on a pu peut-être révéler certaines pratiques pas légal. Nawal Paris qui dit ça fait quand même quasiment 20 ans que c'est le Far West. Il est logique à un moment donné que les choses évoluent dans l'influence pour le bien de tous. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Bruno Le Maire, sur France Info, justement, quand il a parlé de cette loi, il a dit mais le web, c'est pas le Far West. Et du coup, c'est un peu devenu... un espèce de mème sur Internet. Est-ce que vous avez vu ça dans le chat ? Sinon, j'isolerai ce moment et je le mettrai dans le Discord parce que c'est quand même marrant. Le web, c'est plus le Far West. Acopic qui dit les enfants influenceurs, c'est le pire. Et tout à l'heure, j'ai vu Kyle qui dit en vrai, les mineurs influenceurs, ça devrait être interdit tout simplement. Eh ben, ils sont dans la loi. Il y a maintenant ça paraît complètement évident. En gros, les parents doivent autoriser les enfants mineurs à faire de l'influence. Donc, il doit y avoir cette autorisation-là. Il y a une protection sur le fait que les montants qui sont gagnés par l'enfant mineur va sur un compte, un certain montant de la somme va sur un compte qu'il pourra débloquer à ses 18 ans. Oui, mais c'est un enjeu énorme, je pense, parce que les réseaux, ça peut être très dangereux quand on est jeune et ça peut faire des dégâts, oui. Après, en même temps, ce serait hyper difficile à interdire parce que parfois, l'influence, elle n'est pas forcément cherchée et elle arrive. Pendant très longtemps, la plus grosse star de TikTok, c'était Charli D'Amelio. Et elle avait des centaines de millions de followers sur TikTok. Et elle a commencé en faisant comme plein de gens le faisaient, c'est-à-dire en faisant des petites danses. Et du jour au lendemain, elle s'est retrouvée, quasiment du jour au lendemain, elle s'est retrouvée avec des centaines de millions d'abonnés. Et c'est pour ça que du coup, c'est hyper difficile à interdire parce que parfois c'est voulu, bien évidemment, parfois il y a un vrai projet derrière, mais parfois juste ça arrive et même les jeunes ne sont pas forcément toujours préparés à ça et du coup c'est pas toujours voulu quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est très difficile de l'interdire parce que du coup ça voudrait dire qu'il faudrait interdire l'accès tout
complètement aux réseaux sociaux aux mineurs, ce qui n'est pas forcément une chose qui serait déjà faisable et aussi souhaitable, voilà, c'est ça. J'avais le terme voulable en tête. Ce qui n'est pas français. Il est bientôt 19h. Voulable. Mais non, mais ça va, franchement, ça sonne bien. Totalement français. Du coup, qui n'est pas souhaitable ni forcément impossible à mettre en place. Amélie, avec ton collectif Paye ton influence, est-ce que vous avez c'est quoi vos projets à venir ? Nos projets à venir... Là, vous faites en gros du décryptage un petit peu sur les réseaux sociaux, vous interpellez les influenceurs aussi via voie de commentaires et tout. Est-ce qu'il y a d'autres volets ? Oui, on essaye on est en train de créer des outils gratuits pour justement accompagner les influenceurs à intégrer les enjeux écologiques. On a déjà typiquement créé une charte de l'influence responsable à destination des influenceurs. L'idée, c'est de renouveler ça pour essayer d'avoir de guider de manière précise sur les influenceurs, sur comment intégrer la responsabilité écologique dans leur pratique. L'idée, c'est aussi de continuer à pousser ce plaidoyer, notamment envers les acteurs publics de cette responsabilité écologique-là du secteur de l'influence, pour que, in fine, potentiellement, ça amène à des mesures concrètes dans des lois ou dans la régulation de la publicité, etc. On travaille aussi de plus en plus avec d'autres acteurs, des assos, etc., qui veulent aussi s'emparer du sujet de l'influence écologiquement responsable. Donc voilà, pas mal de choses qu'on essaye de faire. Mais en tout cas, ce qui est indispensable aujourd'hui et ce qu'on veut passer comme message à l'audience et aux influenceurs, c'est que y a vraiment un gros enjeu aujourd'hui sur la transition écologique du secteur, et que surtout, on veut appeler les influenceurs à être des alliés dans ce combat-là. Et un influenceur éco-responsable, ça serait quoi en gros, si on devait lister un peu des critères Alors, c'est compliqué à lister, mais pour nous, déjà, un influenceur éco-responsable, c'est déjà un influenceur qui a conscience de l'impact de ce qu'il dit et qui intègre justement dans sa manière de faire de l'influence cet impact, notamment écologique-là. Donc, c'est un influenceur qui potentiellement va travailler avec des entités ou des marques qui sont plus responsables, plus éthiques, locales. Exactement. C'est un influenceur qui va faire aussi, qui va pas faire du marketing agressif en mettant en avant des concours, des codes promo qui durent 24 heures, etc. D'accord. Et c'est un influenceur qui va aussi mettre des messages de prévention, qui ne va pas dire à son audience, par exemple, allez acheter ça, mais plutôt n'achetez que si vous avez besoin, etc. Et qui va, de manière générale, se mettre respecter une certaine charte éthique qui peut aller jusqu'à refuser de travailler avec certaines marques, refuser de prendre l'avion pour des voyages presse. Donc il y a plein de formes, et il y a plein surtout de marges de manœuvre qui sont possibles. On peut petit à petit, en tant qu'influenceur, intégrer de manière progressive ces enjeux écologiques-là, pas forcément du jour au lendemain, mais petit à petit. Et c'est vraiment ça qu'on veut rappeler aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour s'engager sur ces questions-là, parce qu'on a vraiment besoin qu'il y ait une dynamique de transition globale. Et c'est vrai que, je ne sais pas ce que tu en penses, Aurore aussi, mais quand tu parles d'influenceurs, par exemple, qui refuseraient de prendre l'avion pour se rendre à un voyage de presse, on peut se dire, finalement, tout ça, il faut aussi que ça soit encouragé par le système entier autour. C'est-à-dire que les marques aussi favorisent plutôt le train que l'avion, et tout ça, l'enjeu, il est immense, quoi. Bon, petite blague de Brouda dans le chat qui dit c'est pas croivable pour ajouter. Merci beaucoup. Les Pamioles qui dit on te pardonne Aurore. Voilà. C'est gentil. On vous envoie des petits liens dans le chat. Désolée pour les gens qui étaient sur France TV / et qui nous ont retrouvés là il y a quelques minutes. Vous arrivez à la fin du stream, mais c'est pas grave, vous reviendrez demain si vous en avez envie. Et puis sinon, sachez que les émissions sont dispo en replay juste après sur la chaîne Twitch, et puis aussi sur YouTube ou en podcast audio. Comme ça, c'est dit. Dans les liens que les modos vont vous envoyer, ou peut-être que c'est déjà fait, mais en gros, on vous envoie donc l'article d'Aurore réguler les influenceurs, que prévoit la future loi, donc sur Numérama, le compte Instagram de Paye ton influence. Est-ce qu'il y a d'autres sites ou quoi Pour l'instant, principalement Instagram. Compte Instagram, c'est ce que je me suis dit. On vous envoie aussi la proposition de loi sur le site de l'Assemblée nationale, voilà, si vous voulez fouiller un peu le texte. La tribune dans JDD, des influenceurs qui
qui lance un appel aux députés. Quoi d'autre? Un article France Info sur que contient la proposition de loi transpartisane qui veut réguler le secteur. La réponse de Squeezie aussi. Ouais. En TikTok? Oui. Oui, ouais, il est bien. C'est bien, non? Ouais, il expliquait bien ce qui s'était passé. Voilà, il a bien corrigé le tir. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? La tribune de Jean Massier, dans le JDD, qui dit gare aux dégâts collatéraux. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous souhaitez ajouter le dernier mot de la fin ou tout est OK? Parce que moi, je pose mes questions et tout, mais il y a peut-être des aspects que j'oublie et dont vous aimeriez parler. Sinon, on peut se dire au revoir. Pour moi, ouais, on a bien fait le tour. Ouais, c'est clair. C'est Si tout tu veux OK. payer ton influence. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous à tout. On peut s'abonner à Numérama à Twitch. Bien évidemment, Numérama a une chaîne Oh Twitch. là là, mais nous, on n'est pas abonnés à Numérama, je crois. Il faut s'abonner immédiatement à Il faut Numérama. qu'on le fasse. Bon, et vous faites quoi sur Twitch? On est encore en train de lancer la chaîne. Ok. Du coup, pour l'instant, on stream pas du tout tous les jours comme c'est le cas pour vous. Et on est surtout sur des jeux vidéo. Même si Trop bien. on va essayer à terme de diversifier un peu la chaîne Twitch. Donc bien. ça s'est lancé en début d'année. Du coup, on est encore au tout début. Bon, trop cool. Merci en tout cas. Je rappelle donc Amélie Deloche, cofondatrice du collectif Paye ton influence, et Aurore Gaït, journaliste pour Numérama. Merci les modos, merci à l'équipe du Talk, merci au chat, à la communauté, les Talkers. C'est comme ça que vous avez décidé de vous appeler apparemment, donc du coup je vous appelle comme ça aussi. Merci de nous avoir suivis. Demain, je suis hyper contente parce que j'aurai le plaisir d'accueillir Olivia Leray, qui en plus est une amie, je vous l'avoue. Et qui a sorti un livre qui s'appelle De l'eau dans ton vin, et elle raconte l'histoire de son enfance auprès d'un père alcoolique. Voilà, c'est un sujet hyper important et hyper tabou, l'alcoolisme, surtout quand ça se passe dans la famille. Voilà, et on sera avec Laurent qui est addictologue. Est-ce que vous vous souvenez de cet addictologue métalleux Laurent Carilla, qui a un podcast qui s'appelle Addiction? Est-ce que vous vous souvenez de lui? Voilà, je pense qu'Olivia et Laurent, ça va faire un petit cocktail bien sympa. C'est lequel, Oh là là, j'ai pas du tout... Oh là là, mon Dieu. Ne ressortez pas ça, s'il vous plaît. Bonne soirée tout le monde. Rendez-vous demain à 18h. Salut.
risquer de jamais